Alors, Ronan de Calan est philosophe et nous allons un peu changer de registre. Il est spécialiste de l'épistémologie historique et c'est d'épistémologie qu'il va nous parler aujourd'hui. Je rappelle le titre de sa communication, Un style germanique de l'épistémologie historique, la méthode historique et critique de Marr à Cassirer. Et je lui cède la parole. Merci beaucoup, Alexandre. Je voudrais remercier d'une part toi, également David, de m'avoir invité pour traiter de ce sujet qui, évidemment, est probablement le sujet le plus rébarbatif, le plus rebutant de ce colloque. Mais après tout, pour atteindre l'harmonie, il faut un peu de contraste. Pourquoi néanmoins en parler? Pourquoi parler d'histoire des sciences ici, et spécialement d'épistémologie historique, qui plus est d'épistémologie historique allemande? Je vais y revenir tout de suite. Il me semble que dans ce massif un peu déconcertant, vous l'aurez vu au long des conférences, un peu irritant aussi de l'histoire des idées, qui tient à la dispersion des disciplines dans lesquelles cette histoire des idées a été simultanément cultivée, qui tient aussi au fait, et je pense que Guillaume l'a montré à l'instant, que l'histoire des idées circule beaucoup le long de lignes de fracture entre disciplines aussi, ce qui me semble très important. Effectivement, l'histoire des sciences et spécialement une certaine histoire philosophique des sciences, peu importe le label. Alors, il est intéressant de faire une histoire des labels, ça va de soi, mais c'est insuffisant, qu'on pourrait qualifier d'épistémologie historique ou d'histoire épistémologique, c'est selon... doit occuper une place. Et cette place, ça ne doit pas être un strapontin. Effectivement, le problème qu'on rencontre immédiatement lorsqu'on essaye d'intégrer ce nouveau registre à notre étude générale de l'histoire des idées, eh bien, c'est tout simplement que l'historiographie des sciences est finalement aussi peu développée que l'historiographie des idées elle-même. Je veux dire par là que cette activité méta qui nous occupe un peu tous aujourd'hui est tous un peu à la marge, vous le verrez. Cette activité méta qui consiste à se tourner vers les méthodes des historiens eux-mêmes, méthodes des historiens des idées, méthodes des historiens des sciences, suscite toujours, en un certain sens, des réserves. Comme si étudier les méthodes des historiens proprement dits devait soi-même être soustrait à l'usage, à l'application de méthodes historiennes. Comme s'il ne faisait pas bon être authentiquement historien dès lors qu'on a pour matière un corpus historique, des pratiques d'historiens, voire même plus simplement une demande historique. Alors, je n'ai pas l'intention de m'excuser longtemps pour le choix de mon sujet. En revanche, effectivement, on pourrait le faire plus longuement pour le choix du titre. D'abord parce qu'il sonne mal à des oreilles musicales, mais aussi parce qu'il sonne mal à des oreilles historiennes. Il convoit une certaine histoire nationale, voire même nationaliste. On parle ici, effectivement, d'un style germanique de l'épistémologie historique. On parle certes d'une période pour laquelle l'histoire des sciences a pu être très influencée par le mouvement des nations et des nationalismes. C'est incontestable. Pour autant, il ne s'agit pas d'en faire bannière. On parle par ailleurs de style, je vous ai parlé de style germanique de l'épistémologie historique. Je ne crois pas du tout, effectivement, que la catégorie de style soit particulièrement utile en histoire. Elle vise la plupart du temps à transférer dans le domaine de la rhétorique ou dans le domaine de la psychologie des propriétés de la pensée qui sont d'abord des propriétés sociales, parce que la pensée est un acte social. Et penser en historien et en appliquant les méthodes de l'histoire, y compris cette historiographie des sciences particulières qu'on appelle l'épistémologie historique, c'est peut-être aussi renoncer à la catégorie de style. Donc pas d'histoire nationaliste, pas d'histoire qui repose sur cette catégorie de style, un peu impressionniste de style sans doute, pas non plus, sans aucun doute, d'histoire des systèmes. Et j'ai invoqué deux noms qui servent de borne. En réalité, je ne vais pas du tout respecter ça, mais peu importe. Les noms mieux connus, bien sûr, des historiens des sciences et des philosophes des sciences que du grand public, de Ernst Mach, tout d'abord, qui est connu pour une histoire de la mécanique, mais j'y reviendrai à l'instant, tout à l'heure. Et d'autre part, le nom d'un des porteur, d'un des fondateurs, d'un des derniers grands systèmes de philosophie qui
qui s'achève au mi-temps du siècle, puisque Cassirer meurt en 1945, à savoir effectivement l'œuvre du néo-kantien Ernst Cassirer. Donc effectivement, il faudrait d'abord commencer par laisser de côté les catégories d'histoire nationaliste, les catégories d'histoire des styles, celles également d'histoire des systèmes, voire d'ailleurs également, et c'est un des grands défauts de l'historiographie des sciences en général, qu'on rencontre par exemple dans divers ouvrages, des catégories qui, cette fois-ci, n'invoquent que des principes généraux de théorie de la connaissance, comme a priorisme, conventionnalisme, inductivisme, etc., etc. Donc je voudrais vous inviter à ce qu'on constitue ensemble, même si ça risque forcément, compte tenu de la matière, d'être un peu fastidieux, un corpus précisément à partir d'une question de méthode qui est la méthode dite historico-critique. Alors comment est-ce qu'on constitue un corpus ? Le mieux, c'est de partir du plus connu pour aller vers le moins connu. Et le plus connu pour les historiens des sciences, ne serait-ce que par l'impact qu'il a joué, c'est l'œuvre de Ernst Mach, justement, ses différents livres, et en particulier un livre qui a été traduit très très tôt et qui a eu un succès assez phénoménal en son temps, qu'on appelle La mécanique. La mécanique, traduit en français sous la forme suivante, la mécanique, exposé historique et critique de son développement. Die Mechanik in ihrer Entwicklung, historisch-kritisch. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le historisch-kritisch dargestellt. Donc, historico-critique ou historique-critique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire et comment on va pouvoir s'intéresser à ce type d'historiographie-là ? D'où vient l'historique-critique ? D'où vient la méthode historico-critique ? On n'a pas besoin d'être un historiographe particulièrement chevronné. Il y a des manuels d'historiographie de très bonne qualité pour ce qui concerne l'histoire générale, pour savoir que la méthode historiographie et historico-critique vient directement en droite ligne de l'histoire religieuse, qu'elle est développée dès la fin du XVIe siècle, dans le contexte qui est celui de la Réforme. Un des premiers grands représentants de cette tradition en France est Richard Simon, à qui l'on doit une histoire critique du Vieux Testament, comme il l'appelle, accompagnée par ailleurs effectivement d'autres ouvrages du même ordre. Histoire critique du Nouveau Testament, histoire critique des commentateurs de l'Église, des principaux commentateurs de l'Église, etc. etc. Cette histoire critique se développe tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, et le premier réflexe qui pourrait être le nôtre, c'est de nous dire, effectivement, elle rentre en collision, si je puis dire, avec les enjeux généraux qui sont ceux de l'histoire des sciences, tout simplement parce qu'il y a suffisamment de traditions historiographiques pour la supporter, et en particulier en Allemagne. Si l'on se tourne effectivement vers le monde germanique dans la seconde moitié du XIXe siècle, on sait que des traditions historiographiques nombreuses ont soutenu la plupart des grandes disciplines dans le domaine des sciences humaines en particulier, mais pas seulement, de la littérature, qu'il s'agisse de la grammaire comparée, qu'il s'agisse de l'économie nationale. Vous avez une grande école historique d'économie qui est très régulièrement discutée, du droit, l'école historique allemande de droit, donc de quantité de traditions historiographiques se succèdent dans le monde germanique qui pourraient avoir revendiqué les principes de l'histoire critique dans le contexte qui est celui de l'histoire religieuse, à savoir l'établissement philologique des sources, la discussion des témoignages, etc. etc. Qu'en est-il s'agissant de Mach ? Mach, vous le connaissez, en tous les cas, le grand public le connaît pour une unité de mesure qui est l'unité de mesure de propagation du son dans l'air à température constante, à 20 degrés à peu près. Tous les fans d'aéronautique, ceux qui regardent les films, savent qu'on passe à Mach 1, Mach 2. Mach 1, Mach 2, c'est Mach 1, Mach 2. Enfin, ça se prononce moins bien quand on le fait à l'allemande, mais ça désigne bien Ernst Mach. Le Ernst Mach en question n'est pas simplement l'auteur d'une unité de mesure, c'est un grand physicien formé à l'université de Vienne, qui a enseigné à Vienne, puis à Graz, puis à Prague. C'est également le titulaire de la première chaire d'histoire et de philosophie des sciences, qui est créée pour lui à l'université de Vienne à la toute fin du XIXe siècle, il me semble en 1895 ou 1896. J'ai dû inscrire la date quelque part. 1895. 3 ans plus tard, il a une attaque cardiaque. Il arrête les enseignements en 1901. Donc vous voyez, la chaire aura été occupée assez peu de temps, mais elle aura été l'occasion pour lui de promouvoir une œuvre qui a un succès absolument considérable.
Ernst Mach est connu très tôt dans le monde français, notamment, puisqu'on y est, on est dans le temple de la pensée française. Ernst Mach est traduit, en particulier sa mécanique, est traduite à la toute fin du siècle. Elle connaît plusieurs rééditions et elle est discutée par les premiers représentants de ce qu'on appelle justement la tradition de l'épistémologie historique française. Abel Ray, notamment, Duhem discute en long et en large l'œuvre de Mach. L'œuvre de Mach relève également typiquement d'une histoire des singularités ou d'une histoire des systèmes. On pourrait la ramener à quelques grands slogans. Des slogans qui pourraient être empruntés à l'œuvre de Duhem elle-même. Raconter ou écrire l'histoire d'un principe physique, c'est en même temps en faire l'analyse logique, nous disait Duhem. Et effectivement, si vous lisez l'histoire de la mécanique de Mach, vous pouvez voir quasiment une application stricte du principe énoncé par Duhem lui-même. Autre slogan, le phénoménisme, le monisme phénoméniste ou le monisme neutre inventé par Mach, qui serait le type de théorie de la connaissance qu'il aurait pu initier et qui est développé tout au long du XIXe et XXe siècle avec le soutien d'autres penseurs qui ne sont pas forcément des historiens des sciences. Je pense en particulier à Richard Avenarius ou Wilhelm Schuppe. Autre slogan, le principe d'économie de la pensée que Mach utilise comme instrument pour rendre compte de la succession des doctrines physiques et de la succession des théories physiques elles-mêmes. Donc il appartient typiquement à une histoire des singularités. C'est la raison pour laquelle je voudrais l'arracher à ce type d'historiographie pour l'enraciner dans la tradition historico-critique. Je vous l'ai dit, le premier réflexe auquel on peut céder si on est précisément un historiographe pressé, si on veut gagner du temps, c'est de supposer que la tradition historico-critique qui nous provient en droite ligne de l'histoire religieuse, qu'on peut supposer pratiquée par des protestants germaniques solides, avec une formation historienne solide, aurait été transférée progressivement tout au long des XVIIIe et XIXe siècles aux différentes disciplines dans le domaine des sciences humaines et sociales et, au-delà d'elles-mêmes, vers la science, à l'occasion de sollicitations spécifiques qu'on pourrait renvoyer à des grandes crises de la théorie physique. Soit, peut-être est-ce aller un peu vite en besogne. Le mieux serait sans doute de composer le corpus. Et le premier réflexe qui doit nous occuper est le suivant. Quand on commence un corpus et qu'on est un peu paresseux, on va d'abord chercher des titres qui sont analogues à ceux qu'on a rencontrés ici. Est-ce qu'on a des titres dans le long XIXe siècle ou dans la seconde moitié du XIXe siècle qui parlent des principes de la mécanique, de leur histoire, du point de vue historico-critique? Bingo, il y en a un certain nombre. J'en ai recensé quelques-uns ici pour vous. Ça ne surprendra pas les historiens des sciences qui en connaissent certains du reste. En 1872, le philosophe Eugen Düring, qui est connu essentiellement pour la controverse que Engels engage, donc le compagnon de Marx, engage avec lui, l'anti-Düring, le philosophe Eugen Düring, qui est Privatdozent à la faculté de Berlin, fait paraître une histoire critique des principes généraux de la mécanique. Eine kritische Geschichte der allgemeinen Prinzipien der Mechanik. La même année, en 1972, Hermann Klein, professeur de mathématiques et de physique au Gymnasium de Dresde, fait paraître les principes de la mécanique du point de vue historico-critique. À nouveau, donc, un point de vue ou une méthode revendiquée. En 1873, Ernst Mach lui-même publie à Prague son premier travail historico-critique, sous un titre qui, cette fois-ci, ne comporte pas ces mentions, mais qui, dès la préface, l'annoncera, « L'histoire est la racine du principe de conservation du travail ». Un texte issu d'une conférence prononcée la même année que la parution des deux précédents textes, en 1872. En 1883, donc, Mach fait paraître sa mécanique, exposé historique et critique de son développement. En 1986, le jeune Gustav Ludwig Lange, fils du philologue Christian Konrad Ludwig Lange, assistant de Wilhelm Wundt à Berlin, grand philosophe, publie Le développement historique du concept de mouvement, un complément à la critique historique des principes de la mécanique. En 1987, c'est cette fois-ci le célèbre physicien Max Planck qui nous publie ou nous offre sa première contribution à une étude historique de la physique sous le titre « Le principe de conservation de l'énergie », là encore, du point de vue historico-critique. En 1987,
La même année, donc, Georg Helm, mathématicien et physicien, premier historiographe de l'énergétique, dont il défend les principes, avec Wilhelm Ostwald, publie pour sa part un ouvrage intitulé « La théorie de l'énergie développée du point de vue historico-critique ». En 1996, Ernst Mach publie comme en réponse aux deux dernières études ces principes d'une théorie de la chaleur développée du point de vue historico-critique. Bon, je ne vais pas vous infliger une série, évidemment. Ce qui m'intéresse ici, c'est évidemment les bornes que ces titres peuvent signaler. Des bornes chronologiques qui sont également, on va le voir, des bornes théoriques et historiques importantes pour nous. Si je considère ces seuls ouvrages pour graviter à partir d'eux, en élargissant le corpus, je m'aperçois d'abord que pour la plupart, ce sont des ouvrages de commande. 4 d'entre eux au moins sont des premiers ou des seconds prix de concours. Ceux de Düring, de Klein, de Planck et de Helm. Aucun des ouvrages de Mach n'en fait partie. Autrement dit, Mach a boudé ces concours. Même s'il semble avoir toujours répondu à la question posée au concours avec un certain temps de retard, pour avoir le dernier mot, pour obtenir le bénéfice d'un effet de clôture, en quelque sorte. C'est le cas pour son ouvrage sur la mécanique, qui semble répondre à l'ouvrage de Düring et à celui de Klein. C'est le cas pour son ouvrage sur la théorie de la chaleur, qui répond à l'ouvrage de Planck et de Helm. Reste que, donc, l'application des préceptes d'une histoire critique à la mécanique semble émaner d'une sollicitation institutionnelle forte. Laquelle? D'où vient-elle? Et quelle forme prend-elle? En 1869, la faculté de philosophie de l'université de Göttingen, grande université qui est une grande pourvoyeuse de savants et de philosophes des sciences, met au concours, pour l'attribution du prix Benecke, du nom d'un célèbre philosophe empiriste, contemporain de Hegel, Friedrich Edward Benecke, qui est mort en 1854, donc peu de temps avant, un premier sujet d'histoire critique des principes de la mécanique. Ce sujet sera suivi d'un second, précisément, le sujet qui donne lieu aux publications de 87, qui porte, lui, sur l'histoire critique des principes de la théorie de la conservation de l'énergie. Düring obtient le premier prix en 69, et Klein le second, et en 87, c'est Planck qui est couronné, et Helm, second accessite. Qui, à la faculté de philosophie de Göttingen, peut alors avoir rédigé et imposé ces sujets? Vous voyez, on applique une méthode régressive assez élémentaire. Il faudrait, ça va de soi, hein, je suspends un peu ma démarche régressive, pour signaler, bien évidemment, qu'entre-temps, vous vous serez bien assuré que cette méthode historico-critique n'aura pas été pratiquée dans les autres sciences, en mathématiques, par exemple. Or, elle est très peu développée en mathématiques. Les controverses sur, par exemple, les géométries non euclidiennes ne commencent pas du tout par des démarches historico-critiques. La démarche historico-critique n'intervient que a posteriori, en un certain sens. À partir des années 90, vous voyez publier plusieurs études historiques sur les géométries non euclidiennes, qui sont des études qui revendiquent la méthode historico-critique. Mais c'est bien dans le domaine de la mécanique que la méthode historico-critique s'est imposée en histoire des sciences. Qui donc, à la faculté de Göttingen, peut avoir rédigé, imposé ces sujets? Autrement dit, créer cette demande, en un certain sens, à laquelle nos auteurs s'efforcent de répondre, engendrant avec leurs propres œuvres une littérature de plus en plus imposante, puisqu'on peut considérer à peu près une vingtaine d'ouvrages entre 1850, 1869 plus exactement, et 1914 qui traitent de ce sujet. On a peu de certitudes pour le second concours de 87, mais on dispose pour le premier d'éléments qui nous permettent de trancher. C'est tout simplement le philosophe Hermann Lotze, qui est l'auteur d'une logique, d'une théorie de la connaissance bien connue des philosophes, qui par ailleurs tient d'une main de maître la faculté de Göttingen, et en particulier la faculté de philosophie, qui, semble-t-il, a rédigé ce sujet en duo avec un physicien, le physicien Eugen Weber. Pourquoi? Eh bien, le contexte est évidemment particulièrement favorable à l'enquête historique. Il y a une demande d'histoire dans le domaine de la mécanique qui tient à une situation de crise.
Comme souvent, vous le savez, les crises sont des moteurs importants pour les rétrospectives historiennes. Autour de 1847, la découverte simultanée, si l'on peut dire, par Mayer et Helmholtz en Allemagne et Joule en Angleterre, du principe de conservation de l'énergie, principe général d'équivalence des forces, constitue la première révolution en physique qui sera en attente de nombreuses autres, comme vous le savez, pour la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, notamment la théorie de la relativité et la théorie des quanta. Les premières querelles autour de l'interprétation du principe de conservation de l'énergie font rage. S'agit-il, nous dira Marr dès sa conférence de 1872, s'agit-il dans l'énoncé même de ce principe du nec plus ultra d'une vision mécaniste du monde, conforme au modèle de la mécanique classique magnifiquement synthétisé par Lagrange, ou au contraire, le nouveau principe met-il en péril la conception mécaniste, voire les conceptions atomistes qui semblaient jusqu'ici gouverner la physique? En d'autres termes, peut-on ramener toutes les actions de la nature à des forces attractives et répulsives qui s'exercent sur des points matériels et dont l'intensité dépend de la distance de ces points les uns vis-à-vis des autres? Déjà, dès le début des années 1850, les traités de physique s'efforcent d'éclairer ce nouveau principe en usant des ressources de l'enquête historique ou des ressources de l'histoire. C'est le cas de nombreux manuels, mais un manuel est souvent cité, puisqu'il a un caractère de vulgarisation assez important, à savoir le manuel de Philipp Ernst von Joly, professeur à Heidelberg, qui s'intitule donc « Les principes de la mécanique, sobrement », et qui paraît en 1852. La particularité du concours de 69, c'est bien sûr qu'il est rédigé par un philosophe et un physicien, et qu'il s'efforce de contribuer au débat d'un nouveau point de vue, un point de vue qu'on ne peut pas qualifier autrement que celui d'une histoire philosophique des sciences, dont il faut comprendre les enjeux. Je vous inflige l'intitulé général du concours, et vous allez voir qu'on savait rédiger, en tous les cas, en longueur, les concours. Donc, concours pour l'attribution du prix Benecke, première attribution, et donc édictée en 1869, publié en 1869, et qui donnera lieu donc à une attribution des prix en 72. La faculté attend une histoire critique, eine kritische Geschichte, des principes généraux de la mécanique. Elle identifie l'époque de Galilée comme le point de départ approprié de la présentation et n'attend de référence aux productions mathématiques et mécaniques antiques qu'en introduction, dans les proportions qui la rendent seulement utile à la compréhension du sujet et sans faire de place aux théories de la philosophie spéculative de l'Antiquité. Enfin, ces considérations vous semblent particulièrement périphériques, mais elles gouvernent l'écriture de tous les traités d'histoire de la mécanique qui donneront une place infime, certes de plus en plus importante avec le temps, aux principes de la mécanique antique. La partie historique du travail devrait montrer, je poursuis évidemment la lecture du sujet, devrait montrer quand, par qui, sous l'impulsion de quel travail précis les principes essentiels de la mécanique ont été trouvés et énoncés. Quand, par qui, et sous l'impulsion de quel besoin et de quelle enquête déterminée la formulation originaire des théorèmes a pu être modifiée, confirmée ou unifiée au préalable en un principe général. Par ailleurs, la faculté n'attend pas d'exposé exhaustif sur les différentes applications des principes, elle accorde de la valeur, en revanche, à l'évocation d'exemples originaux qui éprouveraient à chaque fois une conception donnée. La partie critique du travail, dont la séparation explicite avec la partie historique, ou au contraire sa complète fusion, sont laissées au goût et à l'appréciation des contributeurs, devrait montrer le degré de vraisemblance des hypothèses suivantes. Qu'à chacun de ces principes mécaniques ne corresponde qu'un fondement logique indépendant, qu'un tel fondement nécessite l'utilisation d'une formulation mathématique, qu'au contraire, ce fondement ne soit que l'expression d'un fait d'expérience valable universellement, qu'il ne soit enfin qu'un fait pris dans l'ensemble des connaissances d'expérience acquises précédemment. La faculté attend que dans la partie historique comme dans la partie critique, on ne prenne pas uniquement en compte
les mathématiciens et les physiciens, mais également l'influence utile ou néfaste des théories philosophiques représentatives de telle ou telle époque. Autrement dit, les théories auront une influence utile ou néfaste à la découverte des principes. Mais pour diminuer l'ampleur du travail, la faculté renonce à la prise en compte des théories physiques et des hypothèses sur la constitution des corps naturels et la nature des phénomènes naturels, ainsi que sur les processus chimiques de la vie organique ou psychique. Elle laisse aux contributeurs la liberté d'indiquer en appendice les orientations qu'ont pu prendre les principes de la mécanique dans ces domaines. Elle souhaite au contraire que l'exposé soit conduit jusqu'au point d'embrasser les modes de représentation les plus récents qui ont associé les concepts de force naturelle, de mode d'action et de transformation des actions physiques les unes dans les autres aux recherches portant sur l'équivalent mécanique de la chaleur. Fin du sujet. C'est décourageant. Il faut un surmoi phénoménal pour traiter un tel sujet. Vous imaginez que ces contraintes sont multiples. Reste que, rigoureusement, à sérieusement l'examiner, le sujet donné au concours aménage la possibilité d'une épistémologie historique dont les données vont être les suivantes. Une histoire critique, on aura compris. Une histoire qui peut ne pas dissocier la portée critique de la portée historique, ou plutôt confier à l'histoire le soin de développer la critique. Des principes de la mécanique qui partiraient de la révolution galiléenne et qui seraient articulés autour des problèmes fondamentaux de théorie de la connaissance. L'apriorisme, le formalisme, l'induction, selon les différents modèles philosophiques disponibles. Autrement dit, cette histoire critique a pour fonction de solliciter une théorie de la connaissance qui soit la plus compatible avec le développement historique des sciences positives, des sciences constituées, mais aussi et surtout d'insister sur ce que je ne pourrais pas qualifier autrement que d'obstacle épistémologique, en invoquant le concept forgé par Bachelard, induit par les théories philosophiques d'une époque. Les théories antérieures ont pu constituer des obstacles au développement de la connaissance. L'histoire, donc, servira à trancher entre des options de philosophie de la connaissance disponibles, quitte éventuellement à en solliciter de nouvelles. Je reviendrai là-dessus, bien sûr, en conclusion. D'une façon très curieuse, les auteurs de ce sujet, Lotze et Weber, Hermann Lotze, Eugen Weber, ne sont pas des historiens, bien sûr, mais leur demande d'histoire ne correspond dans leur œuvre, par ailleurs, à aucune pratique effective dans leur domaine propre. On aurait bien du mal à trouver des développements historiques solides des principes de la mécanique dans l'œuvre de Lotze, si ce n'est de façon très périphérique, et il en va de même dans l'œuvre d'Eugen Weber. On comprend donc bien sûr qu'une crise de la mécanique comme celle qu'engendre la découverte du principe de conservation de l'énergie puisse solliciter une approche historienne, bien sûr. On comprend en outre que celle-ci puisse mettre en avant l'histoire philosophique, mais la question qui se pose à nous est de savoir si elle est sans exemple au moment où le sujet est énoncé. Le fait est qu'elle ne l'est pas, et que l'agenda donné ici à cette histoire critique, et ce sera le dernier terme de ma régression, si vous voulez, se retrouve dans un ouvrage qui est très rapidement devenu un best-seller et qui est pour nous à reverser dans le corpus de l'histoire des idées. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est mon prédécesseur immédiat, à savoir le livre de Friedrich Albert Lange, paru en 1866, 3 ans donc avant notre concours, l'histoire du matérialisme, dont le titre plus précis est le suivant, Histoire du matérialisme et critique de sa signification actuelle. Autrement dit, une histoire critique, bien sûr, ici, mais d'un courant philosophique, le matérialisme, qui crie par son absence dans l'énoncé général du sujet de 1869. En effet, l'ouvrage de Friedrich Albert Lange peut être vu comme la queue de comète d'une querelle vouée à sombrer dans l'oubli, la querelle du matérialisme, précisément, qui met en avant des noms naguère célèbres, mais aujourd'hui tout à fait oubliés. Jakob Moleschott, Karl Vogt ou encore Ludwig Büchner. Ludwig Büchner, la notice nécrologique d'aujourd'hui, mentionnerait sans doute
frère du précédent, à savoir l'illustre Georg Büchner, l'auteur de La mort de Danton, notamment, mort trop jeune. Or, Ludwig Büchner était bien plus connu de son vivant que Georg Büchner, et son œuvre, Force et matière, a été traduite en français à 3 reprises, donc par 3 traducteurs différents. Elle a connu une dizaine d'éditions dans la fin du XIXe siècle. Autrement dit, c'est un auteur absolument réputé à l'époque, notamment pour son engagement dans le courant de la libre pensée, dont vous savez qu'elle a eu un impact considérable en France. Quand Lange, fils d'un théologien engagé en politique, notamment auprès d'August Bebel, rédige son ouvrage, nos matérialistes contemporains, qui sont des matérialistes de la chair, Mollschott, Vogt, Büchner, sont dans une bien mauvaise posture. Ils se sont efforcés de représenter un programme positiviste renouvelé, fondé sur l'idée selon laquelle il appartenait de soumettre à la critique des sciences naturelles, et d'abord d'elles, les idées spéculatives des philosophes, dans une inversion de la démarche critique initiée par l'un de leurs maîtres, le physiologiste Johannes Müller. Toutefois, les voici pris dans les années 50 entre d'une part les savants qui contestent le matérialisme qu'ils défendent sur une base scientifique et les traitent de dilettantes. Autrement dit, au nom même de la méthode qu'ils ont inaugurée, les savants les rejettent du champ scientifique. Les philosophes qui rejettent de leur côté leur scientisme jugé aveugle. Et, troisième adversaire, les matérialistes dialectiques, les marxistes, qui veulent faire échouer le programme, et y arriveront du reste, à faire échouer le programme d'ingénierie sociale qu'ils s'efforcent de construire, Büchner en tête. Le principe de conservation de l'énergie est sans doute pour les savants l'occasion de prendre congé définitivement avec les thèses matérialistes et la métaphysique qui les supporte. Et Lange, à ce titre, lorsqu'il s'intéresse au matérialisme dans son lien avec les sciences naturelles, intervient en observateur, même s'il n'est pas tout à fait impartial. Effectivement, dans la seconde partie de son histoire du matérialisme, qui est consacrée à la signification actuelle du matérialisme, Lange développe un long plaidoyer en faveur d'une histoire critique des principes de la physique, justement. S'il est prêt à reconnaître le dilettantisme des matérialistes de la chair, il rejette, en revanche, fermement l'idée selon laquelle il appartiendrait au seul chercheur en sciences naturelles d'édicter les principes généraux de théorie de la connaissance conformes aux recherches positives. Le principal défaut de cette approche, selon lui, c'est qu'elle condamne l'histoire des sciences passées comme une histoire de la métaphysique et célèbre les sciences actuelles sans le moindre recul historique comme une entrée subite dans l'âge positif. Autrement dit, la position des naturalistes confinerait à la célébration d'un régime de sciences normales parmi d'autres. C'est alors, selon Lange, aux philosophes qu'il appartient de développer, et vous comprenez pourquoi l'histoire des pensées intervient toujours dans les lignes de fracture que j'ai signalées tout à l'heure, c'est alors aux philosophes qu'il appartient de développer, en réaction à la critique scientifique des idées philosophiques, une histoire critique des principes généraux des sciences naturelles, et en particulier de la physique, pour montrer combien la vérité et l'erreur ont partie liée dans l'histoire, et combien des conceptions datées, métaphysiques en un mot, ont pu supporter les découvertes scientifiques les plus remarquables. L'histoire des idées, donc, travaille bien sur ces lignes de fracture entre disciplines, ici, la philosophie et les sciences, et c'est probablement ce qui fait sa spécificité. Alors, je vais vous citer quelques passages de l'ouvrage de Lange. L'ouvrage de Lange a été traduit en français très très tôt, c'était également un best-seller en France, bien sûr, on a pu en voir des effets, y compris sur l'œuvre d'Anatole France tout à l'heure. Mais cette traduction a porté sur la seconde édition, qui a été singulièrement augmentée, mais dans laquelle Lange a retiré tout son panégyrique et toute sa défense de l'histoire philosophique des sciences. Donc je m'appuie sur l'édition allemande que je traduis pour vous. L'histoire et la critique, nous dit Lange, sont souvent une seule et même chose, qui voit dans l'histoire l'indissoluble mélange d'erreur et de vérité, qui comprend que pour approcher progressivement un but infiniment éloigné, la connaissance parfaite, il faut en passer par d'innombrables degrés intermédiaires, qui voit comment l'erreur devient l'agent de progrès variés et durables. Celui-là
ne conclura pas si aisément du progrès incontestable du présent à l'intangibilité de nos hypothèses actuelles. Qui a vu que le progrès n'est jamais atteint parce qu'une théorie erronée se dissipe subitement comme le brouillard devant le regard d'un homme de génie, mais sait que l'erreur n'est refoulée que par une théorie supérieure, péniblement trouvée, à l'aide de méthodes de recherche les plus ingénieuses, celui-là, dans les questions fondamentales, se fiera peu à la tradition, souvent à la méthode, et pas du tout à une intelligence dépourvue de méthode. Fin de citation. Lange, on va le voir, donne donc un profil très particulier à l'histoire critique des sciences qui la rattache à un modèle beaucoup plus général d'histoire des idées. Les sciences naturelles, contrairement à ce que les naturalistes ou les chercheurs en sciences naturelles ont tendance à défendre, ont un caractère bel et bien cumulatif. Et l'affinement de leur méthode relève de l'art, si bien qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre idées scientifiques et pensées pratiques, comme pouvait le dire Mill, John Stuart Mill, malgré bien sûr la conception encore très rudimentaire que Mill lui-même pouvait avoir de l'histoire. Permettez-moi de vous infliger une nouvelle citation, un peu longue celle-ci. Feuerbach, en Allemagne, et Comte, en France, sont parvenus à l'idée selon laquelle l'entendement scientifique ne serait rien de plus que le bon sens, parvenu à la pleine possession de lui-même après avoir refoulé les fantaisies qui lui barraient la route. Conception, vous l'aurez compris, de naturaliste. Mill également, John Stuart Mill, s'efforce dans le cours de sa logique inductive de démontrer que la logique de la science est identique à la logique des entreprises de la vie quotidienne, sans pour autant élever son regard au-delà d'une généralisation vague et vide de tout contenu. Toute son œuvre montre au contraire que les sciences inductives nécessitent pour parvenir à leur fin un appareil sophistiqué qui n'est en aucun cas appliqué dans la vie quotidienne. Toutefois, le comportement d'un marchand averti qui, dans l'établissement du calcul du prix d'un bien d'exportation, prend en considération toute une série de facteurs déterminants, a beaucoup de ressemblances avec le comportement du chercheur en sciences naturelles. Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'une création spontanée du bon sens, mais d'un art qui s'est façonné au long de siècles de traditions et d'expériences et qui, par ailleurs, pourrait parvenir à un développement bien plus important avec l'application de méthodes rigoureuses. Comme la recherche en sciences naturelles des premiers âges, de l'enfance, a tourné son regard vers des facteurs isolés, le commerce ne s'est concentré à ses débuts que sur la pure et simple transaction. On peut comparer la prise en compte de la température à laquelle un phénomène est enregistré, la mesure du temps écoulé, la prise en compte des erreurs de l'observateur et autres opérations dans le domaine des sciences naturelles, avec la prise en compte du marché monétaire, le calcul du délai de paiement, du risque de dû croire et de nombreux autres facteurs dont l'application dans le calcul est un art comme la pensée pratique en général. L'histoire ne nous montre aucune trace de ce bond subi effectué par le bon sens, se bornant à écarter une imagination perturbatrice. Elle nous montre au contraire, partout, comment les idées nouvelles se fraient une voie malgré les obstacles suscités par les préjugés, comment elles fusionnent avec l'erreur elle-même qu'elles doivent supprimer ou interagissent avec elle en prenant une direction oblique, et comment ce n'est qu'à la fin du processus que s'effectue la complète élimination du préjugé, comme le nettoyage d'une machine ne se fait qu'après qu'elle est achevée entièrement. Bien plus, pour être plus concis tout en restant dans le registre imagé, l'erreur apparaît le plus souvent dans l'histoire comme le moule dans lequel est fondue la cloche de la vérité, moule que l'on brise seulement après que l'opération est terminée. Fin de citation. Excusez-moi, la citation est longue, mais elle me semble importante pour l'histoire des idées qui nous occupe ici. Quelle est effectivement, selon Lange, la marche de notre histoire ? La marche de notre histoire des sciences, analogue, comme il nous l'a dit ici,
à la marche d'un art comme celui du commerçant qui serait passé d'une simple évaluation des transactions à l'évaluation de tous ces facteurs déterminants. Elle ne procède pas par bonds, par sauts, par grands paradigmes. Non. Elle ne procède pas non plus de façon dialectique. Elle relève d'une interaction entre idées qui peut prendre, nous dit ici Langueux, un cours sinueux oblique. Il y a certes des paliers, des épisodes conclusifs qui aboutissent au toilettage logique, philosophique d'une théorie. Mais en aucun cas, ces paliers ne peuvent réfuter la dimension à la fois cumulative et foncièrement erratique de l'histoire des sciences. Les trajectoires obliques que peut prendre la recherche scientifique. Langueux met en scène une histoire où les idées s'affrontent, se rencontrent, se choquent, s'attirent, interagissent, selon un modèle qui n'est pas si lointain du modèle de la représentation fourni par Johann Friedrich Herbart, contemporain de Hegel. Certaines idées sont plus fortes que d'autres. Elles ont tendance à prédominer sur les consciences. Et elles peuvent constituer, dans certains cas, des obstacles redoutables au développement des sciences, de réels obstacles épistémologiques, aussi bien que des leviers formidables. Mais seul l'historien peut faire la chronique de ces rencontres plus ou moins fortuites. Ce n'est donc ni une histoire paradigmatique, ni une histoire dialectique, ni une histoire des systèmes à laquelle Langueux nous convie, mais bien à un travail d'individualisation des concepts qui est beaucoup plus fort. S'agissant de l'histoire de la physique et de la mécanique, proprement dite, Langueux est une fois encore beaucoup plus disert dans la première édition de son ouvrage. Je vous inflige une dernière citation. Je vérifie, oui, c'est bien la dernière. Je le cite. « Il serait injuste d'en finir avec ce sujet sans faire mention explicite des travaux qui, dans le domaine des sciences naturelles, ont proposé une conception historique de leur objet. Cuvier en France, Yule en Angleterre, ont cherché à présenter de façon synthétique l'histoire des sciences naturelles. Alexander von Humboldt donna de même la quintessence de ses profondes études historiques sur les rapports de l'homme et de la nature dans le second volume de son Cosmos. Hoefer, Thomson et surtout Kopp ont développé l'histoire de la chimie. La médecine obtint, grâce au travail synthétique de Sprengel, une présentation historique complète. Hezer, Schoulan, André en firent usage dans leurs propres histoires. Presque chaque branche des sciences naturelles dispose d'un historiographe particulier. Pour certaines, c'est même une tradition, comme en physique, de développer les théorèmes d'un point de vue historique et pour l'instruction du chercheur contemporain, de joindre les tentatives plus ou moins réussies de leurs prédécesseurs, si bien que presque chaque manuel de physique a en même temps l'allure d'une histoire de cette science. Naturellement, le traitement historique des théories physiques montre une grande lacune. Nous avons, grâce au manuel, une histoire de l'expérimentation, une histoire du théorème, mais nous n'avons pas l'histoire de l'idée qui rend possible cette expérimentation. Des traits présentés de façon purement externe ou périphérique, comme la pomme de Newton ou les lustres de Galilée, les fameux lustres de la cathédrale de Pise, qui suivaient un mouvement périodique, nous montrent de la façon la plus éclatante le contraire de ce que nous devrions avoir. Un regard sur l'ensemble de la vie spirituelle du chercheur dans le rapport avec les idées et les combats de son époque. » Fin de citation. C'est, vous l'aurez bien compris, la raison pour laquelle le texte de Langueux, me semble constituer une contribution essentielle d'un historicisme rationaliste au débat sur l'histoire des idées. Il s'agit de constituer une histoire des sciences qui ne soit pas simplement anecdotique, la pomme de Newton, les lustres de Galilée, mais bien une histoire de la vérité, une histoire des vicissitudes de la vérité, des rapports complexes entre idées vraies et fausses, préconceptions, préjugés, idées métaphysiques. Non, une histoire de la force intrinsèque de l'idée vraie, mais des circonstances qui favorisent l'émergence de la vérité, où la force des idées fausses, où leur vertu a aussi sa place. La question
avec laquelle il nous faudrait conclure est la suivante, et forcément elle a un caractère déceptif pour ce qui nous occupe. Est-ce que ce programme de Langueux a véritablement été réalisé dans les histoires critiques des principes de la mécanique qui nous ont été soumis? Comme toujours, de manière partielle et de manière largement insatisfaisante. Effectivement, nos auteurs, qu'il s'agisse de Düring, de Klein, de Mach, de Planck, de Helm, aussi bien de Cassirer, du reste, et on pourrait poursuivre, évidemment, une longue généalogie d'épistémologie historique qui rejoindrait jusqu'aux premiers auteurs d'une tradition qui a réfuté, en un certain sens, l'usage de l'histoire. Je pense à la tradition du cercle de Vienne. Moritz Schlick a écrit ses premiers travaux sous une obédience qui ressemble fort au débat sur l'épistémologie historique. L'espace et le temps dans la physique contemporaine de Schlick, un de ses premiers ouvrages, utilise des ressources qui sont très très proches de l'épistémologie historique. Otto Neurath, membre du cercle de Vienne, a écrit ses premières études historiques sur les principes de l'optique, par exemple physique. Carnap a travaillé sur l'histoire du concept d'espace, par exemple, pour sa propre part, etc., etc. Nos auteurs, en particulier les auteurs d'une histoire critique des principes de la mécanique, ont en réalité été beaucoup plus sollicités par la nécessité de fournir une théorie de la connaissance viable, articulée ou non à une psychologie, pour la science moderne, que de produire une véritable histoire philosophique des sciences selon l'agenda que Langueux avait produit. Si vous prenez le cas de Mach, c'est particulièrement significatif, ne serait-ce que dans le titre des œuvres. Mach, effectivement, développe une histoire de la mécanique du point de vue historico-critique, une histoire des théories de la chaleur du point de vue historico-critique. Sa dernière œuvre, qui est consacrée à l'histoire de l'optique, qui est une œuvre inachevée, est une histoire de l'optique du point de vue historique et du point de vue d'une critique de psychologie de la connaissance. Autrement dit, la critique vient prendre un tout autre rôle. Elle met en avant quoi? Une psychologie générale de la connaissance, psychologie de la connaissance que Ernst Mach avait produite par ailleurs dans son analyse des sensations, où il promouvait précisément une nouvelle doctrine, le phénoménisme neutre, qui était censé se rendre compatible avec l'histoire des sciences dont on avait à rendre compte. Il en va de même des essais historiques de la même période qui vont mobiliser des auteurs à système, nouvelle théorie de la connaissance. Je pense notamment à l'œuvre d'Alois Riel, par exemple, qui aura un rôle considérable sur Moritz Schlick, ce qu'on appelle le réalisme critique. Autrement dit, nos auteurs auront été beaucoup plus captés par la nécessité de construire une théorie de la connaissance compatible avec la science contemporaine que par des nécessités à proprement parler historiennes, celle d'une histoire critique que Langueux avait requise. Je m'arrête là. Je vous remercie.